L'espérance de vie augmente dans les pays occidentaux, mais hélas, les conditions de la vie moderne provoquent les maladies. C'est pour ça qu'on a inventé le terme « maladie de civilisation ». Diabète, hypertension, obésité, cancer. Le nombre de maladies explose, celui de la consommation de médicaments aussi. Les effets secondaires de certaines béquilles chimiques défraient régulièrement la chronique. La méfiance s'installe. Si on parle du traitement par médicaments, je peux dire que nous sommes aujourd'hui dans une impasse. Peut-être existe-t-il une autre voie thérapeutique, une méthode ancienne, louée par les religions, longtemps méconnue par la science, le jeûne. Depuis un demi-siècle, en Russie, en Allemagne ou aux États-Unis, des médecins et des biologistes explorent cette piste. Nous voulions savoir si c'était visible en laboratoire, au niveau des hormones. La restriction calorique a un effet. Alors, peut-on augmenter cet effet avec le jeûne? Par quel mécanisme le jeûne agit-il? Pour quelle pathologie est-il efficace? Les résultats sont étonnants, notamment dans le traitement de la maladie du siècle. C'est une nouvelle approche au traitement du cancer. Certains diraient une approche complémentaire. Les résultats de ces travaux ouvrent des perspectives inattendues et dessinent une autre approche de la maladie et du soin. C'est une expérience unique, au cœur de la Russie, dans la plaine sibérienne. Ici, depuis 15 ans, le jeûne est devenu un élément central de la politique de santé publique. Politique qui s'appuie sur 40 années d'études scientifiques, menées en ex-Union soviétique, sur des milliers de malades, et totalement inconnues en Occident. Ces travaux ont donné naissance à une méthode rigoureuse, mise en pratique ici. Après 4 heures de bus sur une route difficile, Lyubov Baranova arrive au sanatorium de Goryatchinsk. Elle vient sur les conseils de son frère, qui s'est soigné par une cure de jeûne. Les rives du lac Baïkal à quelques centaines de mètres, le décor est idyllique. Goryatchinsk est réputé pour sa source d'eau chaude, et depuis 1995 pour son centre de jeûne. Les cures sont remboursées, un bâtiment entier est réservé aux jeûneurs. Много случаев, когда приезжают пациенты, Très souvent, on reçoit des gens qui ont été hospitalisés, qui ont fait les meilleurs examens cliniques et rien ne les a aidés. Le jeûne est une méthode universelle qui peut être efficace contre plusieurs maladies. C'est pour ça que les gens reviennent souvent et règlent leurs problèmes chez nous. Première étape du traitement, rassurer les nouveaux venus. L'adhésion du patient est essentielle. Так как у вас остеоартроз, мы вам назначим такое лечение. В течение того времени, что вы будете у нас, вы 2 недели проголодаете, 7 дней выйдете из голодания. Je n'ai fait peur. Personne ne sait comment son corps va réagir à la privation de nourriture. Le traitement est d'une simplicité biblique. Boire de l'eau, et puis de l'eau pendant 12 jours en moyenne. Rien d'autre n'est ingurgité. Certains jeûnes peuvent durer 3 semaines selon la gravité et l'ancienneté de la maladie. Pour les affections chroniques, la prise de médicaments est interrompue en 2 ou 3 jours. Les patients sont donc placés sous surveillance médicale. Ce point est essentiel. Pas question de se lancer seul dans l'aventure du jeûne. L'accompagnement d'un professionnel formé à cette pratique est fondamental.
Pendant le jeûne, il n'y a pas vraiment de manque d'éléments nutritifs. On peut observer une diminution du taux de vitamine C, de vitamine D, de vitamine E et d'autres composantes du métabolisme. Mais ces pertes ne sont pas critiques. En 15 ans, 10 000 patients ont suivi ici une cure de jeûne. Leurs dossiers médicaux sont conservés dans ces archives. Les malades sont venus soigner des problèmes de diabète, d'asthme, d'hypertension, de rhumatisme, d'allergie. Près de 2/3 d'entre eux ont vu leurs symptômes disparaître après une ou plusieurs cures de jeûne. Tous le disent, le plus difficile n'est pas de se priver de nourriture. La sensation de faim disparaît au bout de 2 ou 3 jours. Le passage délicat, c'est ce que l'on appelle ici la crise d'acidose. Olia n'a rien mangé depuis 5 jours. Elle vient de traverser cette crise qui se traduit parfois par une sensation de faiblesse, des nausées ou des migraines. C'est le prix à payer pour l'adaptation de l'organisme à ce changement radical. Le corps doit apprendre à vivre de ses réserves. Le 3e jour, c'était dur. Maintenant, ça va à peu près. L'organisme s'habitue. Aujourd'hui, ça va mieux, mais c'est pas idéal quand même. C'est parce qu'au 3e jour, c'est l'élimination, la désintoxication. C'est pour ça que c'est un peu dur et que les malades ne se sentent pas très bien. Après, ça va mieux. L'organisme se nettoie et ça va de mieux en mieux. Selon les médecins russes, l'arrivée de cette crise marque une étape essentielle dans le processus de guérison. Des analyses d'urine en déterminent le pic et la durée. En changeant son mode de nutrition, le taux d'acidité dans le sang augmente. Pendant la crise, toutes les maladies s'aggravent. Parfois même, les patients ont des douleurs très fortes, comme dans le cas de la migraine par exemple, ou des douleurs dans les articulations s'il s'agit de la goutte ou de l'arthrite. Mais ça ne dure pas très longtemps d'habitude, pas plus de 24 ou 36 heures. Cette crise est le signe d'un profond bouleversement dans le corps. L'organisme doit se nourrir de lui-même. Mais comment peut-il fournir le carburant nécessaire à sa survie? Le corps dispose de 3 carburants: le glucose, les lipides et les protéines. Le carburant essentiel, c'est le glucose, celui dont le corps a absolument besoin pour fonctionner. Le cerveau ne peut s'en passer. Mais après un jour de jeûne, le stock de glucose est épuisé. Comment l'organisme va-t-il s'adapter? Il va très vite fabriquer du glucose à partir des protéines, c'est-à-dire surtout les muscles. Il va aussi puiser dans ses réserves de lipides, les graisses, pour créer un substitut de glucose. Ce carburant du jeûne se nomme corps cétonique. Ce sont désormais ces corps cétoniques qui vont principalement alimenter le cerveau. L'opération s'effectue dans le foie, véritable usine de transformation de l'organisme. Olga Alexandrovna, проходите, пожалуйста. Après la crise, le corps trouve donc un nouvel équilibre. Les soins aident à mieux supporter le jeûne. Lavements intestinaux, enveloppement, sauna, massage. Les médecins russes conseillent 2 à 3 heures d'exercice physique quotidien. Tout converge vers un même objectif, stimuler les organes d'élimination. Les reins, les intestins, le foie, les poumons, la peau sont sollicités. Il faut permettre au corps d'éliminer les déchets du métabolisme. Aujourd'hui, c'est mon 5e jour de jeûne. Regardez mon visage, mes yeux, une vraie jeune fille. Sans maquillage, sans rien. Je suis au naturel.
Mais si le corps s'adapte, la tête ne suit pas toujours au même rythme. Les patients l'ont constaté, le psychisme influence l'organisme au point de lui faire croire parfois à des besoins qu'il n'a plus. Le troisième jour a été le plus pénible. C'est pas l'estomac qui réclame à manger, c'est la tête. C'est ça qui est difficile. Dans la tête, tu vois des chips, du coca, de la viande, plein de viande. Lorsque cette faim psychique disparaît, les sens s'aiguisent et une certaine euphorie s'installe. J'éprouve une sensation de liberté. J'ai compris que je suis forte. Si je peux jeûner, je peux tout faire. Mais comment le jeûne fonctionne-t-il donc? Comment expliquer que 2/3 des patients se sentent mieux? Un tel chiffre incite à la prudence. Est-ce un effet placebo? Un effet de cette euphorie qui gagne le cerveau? Ou bien a-t-on mesuré dans le corps, avec des instruments objectifs, les changements que tous décrivent? Pour comprendre, remontons 60 ans en arrière, à une époque où l'Union soviétique était une forteresse, une époque où les chercheurs n'avaient pas le droit de franchir le rideau de fer. Les recherches étaient menées dans le secret des laboratoires, loin de l'Occident. Au départ de cette aventure scientifique, comme souvent en science, la rencontre entre le hasard et un chercheur à la pensée originale. Moscou, hôpital Korsakov. La camisole chimique remplace la camisole de force, mais le traitement gagne à peine en humanité. Confronté un jour à un patient prostré qui refuse de se nourrir, un psychiatre, Yuri Nikolaïev, se démarque. Il décide de laisser agir l'instinct du malade, de ne pas le forcer à manger comme c'était la règle. Dans ses carnets, le psychiatre note avec surprise. À partir du 5e jour, son négativisme a commencé à diminuer. Le malade a ouvert les yeux. Le 10e jour, il s'est mis à marcher, mais gardait toujours le silence. Le 15e jour, il a bu un verre de jus de pomme laissé sur sa table de nuit. Ensuite, il est allé se promener, a commencé à revenir à la vie sociale. L'homme finalement se rétablit. Un malade mental, soigné par un jeûne. Le cas était unique. Yuri Nikolaïev le voici, 15 ans plus tard. Étonné par l'efficacité quasi miraculeuse du traitement, il a continué à l'expérimenter, à le développer. Le succès dépasse les prévisions, la liste d'attente des patients s'allonge. Nikolaïev traite des schizophrénies, des dépressions, des phobies, des syndromes obsessionnels, pour une durée moyenne du jeûne de 25 à 30 jours, parfois même 40. Dans un petit appartement de Moscou, là même où vécut son père, le fils de Nikolaïev se souvient de l'opposition de plus en plus forte du monde médical. Les médecins étaient opposés au jeûne car ils n'en comprenaient pas l'essence. Les gens ont l'habitude de penser que le fait d'avoir faim, c'est un malheur. Il faut mettre sa tête à l'envers pour accepter l'idée que le jeûne puisse soigner. Et c'est encore plus difficile pour un médecin que pour un homme ordinaire. Faire taire les critiques, marquer l'histoire scientifique, Nikolaïev entreprend un vaste programme de recherche. Des examens physiologiques, biochimiques, des paramètres hormonaux, des tracés d'encéphalogrammes sont étudiés pendant et après le jeûne sur des centaines de cas. Les psychiatres établissent des correspondances entre les changements observés dans le corps pendant le jeûne et l'amélioration du malade. Le jeûne a un impact non seulement sur les maladies mentales, mais aussi sur toute la personnalité.
Le jeune docteur Gurevitch fait partie de cette équipe de chercheurs. Il travailla 18 ans aux côtés du maître. Le jeûne a un effet stimulant et un effet antidépresseur. L'effet stimulant a lieu pendant la première semaine du jeûne et l'effet antidépresseur au moment de la réalimentation. Le troisième type d'effet, c'est l'effet sédatif, calmant. On l'observe après la crise d'acidose. Nikolaïev traite 8000 patients par le jeûne, avec un net progrès pour 70% d'entre eux. 6 ans plus tard, ils étaient encore 47% à avoir maintenu cette amélioration. Certains pouvaient reprendre une vie sociale, fonder une famille. Mais autre surprise, Nikolaïev et son équipe remarquent que non seulement le psychisme des patients s'est amélioré, mais leurs maladies somatiques aussi, hypertension, polyarthrite, asthme, eczéma. Il interpelle les pouvoirs publics. Le ministère de la Santé, sceptique, lance alors une campagne de vérification de ces résultats. Nous sommes en 1973. Il mandate plusieurs médecins reconnus, parmi eux le professeur Kokosov et le professeur Maximov. Tous deux sont médecins militaires, ils obéissent. Un ordre est un ordre. Jusque-là, je ne connaissais rien au jeûne. Donc, j'avais deux objectifs. Vérifier si la méthode marchait et expliquer pourquoi. Il a fallu étudier la sécrétion de l'estomac, du foie, du pancréas, de l'intestin, le paysage bactérien, le statut de l'immunité, l'échange des minéraux et des vitamines. Les travaux se multiplient avec des milliers de patients. Les chercheurs confirment les résultats de Nikolaïev. Ils établissent des listes précises d'indications et de contre-indications au traitement par le jeûne. Indications: pathologie des bronches, pathologie cardiovasculaire, pathologie de l'estomac, de l'intestin, pathologie endocrinienne, pathologie digestive, pathologie articulaire, osseuse, pathologie de la peau. Contre-indications: cancer, tuberculose, diabète de type 1, hépatite chronique, thrombophlébite, anorexie. Mais comment expliquer l'effet du jeûne? Le jeûne provoque un état de stress, ce qui relance chez nous les mécanismes de sanogénèse, d'autorégulation, qui restent d'habitude passifs à cause de notre mode de vie. Le stress serait donc le point central. Le stress, c'est une réaction d'adaptation à un changement de l'environnement. Ici, la privation de nourriture. Confronté à cette privation de nourriture, l'organisme déclenche l'alerte, ce qui provoque un bouleversement hormonal et neuro-endocrinien. Des hormones mobilisent les réserves du corps. Certaines ont aussi un effet anti-inflammatoire. Pour les médecins russes, ce sont ces mécanismes d'autorégulation qui induisent les effets thérapeutiques. Ainsi, de nombreux paramètres sanguins s'améliorent. Glycémie, cholestérol, triglycérides, taux d'insuline. Parallèlement, la dépense d'énergie de l'organisme diminue peu à peu. Respiration, rythme cardiaque, pression artérielle, tout s'abaisse et se ralentit. Le système digestif est également mis au repos. Le jeûne aurait donc la capacité de stimuler les forces curatives de l'organisme. Mais comment mesurer cette capacité? Le professeur Osinine est spécialiste de l'asthme bronchique. Élève de Kokosov, le pneumologue a fait jeûner près de 10 000 patients asthmatiques. 40 ans de pratique, pas un seul accident, nous confie-t-il. Parmi les études qu'il a menées, Osinine pointe l'évolution des cellules de la muqueuse du poumon. Ces cellules noires révèlent la présence d'histamine. C'est elle qui provoque une hypersécrétion et donc des spasmes bronchiques. Après 12 jours de jeûne, il n'y a plus d'histamine, les cellules se sont remplies de lipides, les spasmes ont disparu.
Ces données sont uniques, car la question n'a jamais été posée de cette manière, et donc il n'existe pas d'équivalent au monde. On a étudié à la fois les changements généraux dans tout le corps et les changements locaux, et on a vu disparaître les matières qui provoquent les œdèmes et les inflammations. L'asthme bronchique est une maladie chronique. Elle ne peut, selon la médecine officielle, être guérie, juste être contenue. De nombreux patients sont condamnés aux inhalateurs ou aux traitements qui soulagent provisoirement leur état. Les travaux d'Osinine montrent qu'on peut échapper à cette fatalité. Le pneumologue a analysé les effets à long terme. L'étude porte sur près de 1000 patients. Après 7 ans, l'amélioration perdure pour 50% des malades, ceux qui ont adopté après le jeûne de bonnes habitudes alimentaires. Plusieurs cures ont parfois été nécessaires. 10 à 15% sont totalement guéris. Des 4 coins de l'Union soviétique, les données expérimentales se sont accumulées avec une ambition, inscrire le jeûne dans une politique de santé publique. L'Académie des sciences a validé les résultats et les a rassemblés dans d'imposants recueils, jamais traduits. Malgré l'ampleur de ces travaux, sans équivalent au monde, la richesse des descriptions cliniques et le nombre de maladies étudiées, il reste quelques zones d'ombre. Oui, les résultats de laboratoire montrent que ça marche. Mais pourquoi ? Comment se mettent en route les mécanismes qu'on appelle sanogénèse? Jusqu'à présent, je ne peux pas répondre à la question « c'est quoi la sanogénèse ?» La réponse viendra-t-elle des chercheurs de l'Ouest? Ici, aucun État n'a financé de telles recherches. L'industrie pharmaceutique n'y accorde évidemment aucun crédit. Il y existe pourtant une pratique du jeûne, pratique en expansion, qui s'invite depuis peu sur le terrain politique et scientifique. Nouvelle étape du voyage, l'Allemagne. Dans ce pays, 15 à 20% de la population déclare avoir jeûné. Le plus ancien centre de jeûne a été créé sur les rives du lac de Constance, il y a près de 60 ans. Comme sur les bords du lac Baïkal, le mot d'ordre est « éliminer ». Et on élimine en groupe. La renommée de la clinique Buchinger a dépassé les frontières. 2000 personnes séjournent ici chaque année. On y vient soulager les maladies chroniques, on y vient aussi en prévention et combattre les facteurs de risque comme l'hypertension, le diabète ou l'obésité. D'habitude, Jürgen Ball porte un costume cravate. D'habitude, personne ne lui pose une bouillotte sur le foie. D'habitude, il travaille dans une tour de verre à Zurich. Je suis banquier et j'ai dû voyager en Union soviétique et dans les pays de l'Est. Et si vous voulez faire des affaires là-bas, vous devez boire de la vodka et manger de la nourriture grasse. Ça s'est accumulé au fil des ans. Mon foie avait grossi de 7 cm et j'avais de très mauvais résultats sanguins. Mon médecin généraliste, il est cardiologue, m'a dit « ça suffit. Soit vous changez de métier, fini Moscou, fini la Russie, fini la vodka, soit vous jeûnez. » Et pour moi, c'était... Je n'ai pas cru que je pourrais jeûner. Ça me paraissait impossible de ne rien manger pendant 3 semaines, toute la journée affamée, sans un verre de vin. Je suis gourmet, je ne peux pas. Dès la première cure, le foie de M. Ball retrouva une taille correcte. Ses analyses sanguines rentrèrent dans la norme. Depuis, il surveille son alimentation et revient chaque année à Überlingen. Jeûner, c'est un peu remettre les compteurs à zéro. Non, ce ne sont pas les traditionnels verres d'eau. Petite entorse à la rigueur du jeûne, soupe légère ou jus de fruits sont servis 2 fois par jour. Ces 250 calories journalières adoucissent la crise d'acidose et rendent les premiers jours plus faciles. C'est un peu la particularité de la méthode mise au point par Otto Buchinger, celui-là même qui a créé le centre. Ce médecin militaire, atteint de rhumatisme articulaire aigu
et condamné au fauteuil roulant par les médecins en 1918, s'est guéri grâce à 2 jeûnes successifs. Ce rétablissement spectaculaire l'a poussé à étudier les possibilités thérapeutiques du jeûne et à créer un centre de soins devenu aujourd'hui une référence en Allemagne. Les cures durent entre 1 et 3 semaines. Pauline Valiquet vient pour la 2e fois à la clinique Buchinger cette année. Cette interprète, qui vit en Suisse, souffre de graves rhumatismes. Elle a décidé de jeûner 12 jours. Si j'ai cru ne plus pouvoir bouger, oui, l'année dernière. Vraiment, j'ai eu un moment de désespoir où je me suis dit, mais je suis encore beaucoup trop jeune pour être grabataire. Mais que va être ma vie, d'autant plus que je vis seule. Je suis arrivée au mois de février absolument épuisée de douleurs, de médicaments aussi, parce qu'on m'avait, comme j'avais pris des antirhumatismaux, de la cortisone, enfin tout ce qu'on donne normalement. Et j'étais épuisée par tout ça. Et je me sentais vraiment épuisée. Et ce jeûne, contrairement à ce qu'on pourrait penser, au lieu de m'épuiser encore plus, eh bien, j'ai eu l'impression qu'en me purifiant tout à fait, mon corps a retrouvé le ressort nécessaire pour rebondir. Et bien sûr, je ne suis pas ressortie ici sur la pointe des pieds et en gambadant, non. Mais j'ai senti qu'à partir de ce moment-là, mon corps avait retrouvé sa capacité de se guérir, quoi. Et je pensais vraiment que je serais abonnée aux médicaments. Ben, je ne le suis pas. Je les ai arrêtés. Selon la gravité de la maladie, son ancienneté aussi, arrêter les médicaments n'est pas toujours possible. Merci. Et vous vous rallongez, s'il vous plaît. Ce patient séjourne 2 fois par an à la clinique. Souffrant d'une arthrite psoriatique très avancée, il n'ose envisager un rétablissement total. Dans ce cas précis, le docteur Drinda, un rhumatologue qui a travaillé 9 ans en hôpital universitaire, tente, grâce au jeûne, de réduire les doses de médicaments. Et vous, attendez, vous vous penchez en avant, s'il vous plaît. Nous connaissons aussi ce phénomène dans le cas de la polyarthrite rhumatoïde. On a montré qu'en jeûnant, on a besoin de moins d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et c'est bien car les effets secondaires de ces médicaments ne sont pas négligeables. Monsieur Ball va rompre le jeûne ce soir. Moment crucial, manger n'importe quoi et en quantité compromettrait toute la réussite du traitement et pourrait même se révéler très dangereux. Le corps doit se réhabituer lentement à la nourriture. La période de réalimentation est donc très encadrée, aussi bien en Allemagne qu'en Russie. J'attends toujours ce moment, mais d'un côté je suis content et de l'autre je regrette car ça a été un bon moment. Bon, mais que ce soit une soupe ou autre chose, je me régale. Vous êtes impatient? Un peu, oui, un peu. Il faudrait pouvoir entraîner un marché de la santé. Et le jeûne en serait un pilier. Aujourd'hui, on a un marché extraordinairement juteux de la maladie, et surtout des maladies qui deviennent chroniques. Quand un diabétique devient chronique, ça sont pendant des dizaines d'années la possibilité de vendre des médicaments, de l'opérer, enfin, donc c'est un marché assez productif. Faire du jeûne un pilier du marché de la santé. Ce serait s'opposer à l'emprise de la chimie sur la maladie, rogner les profits des labos pharmaceutiques. On en est loin. En Allemagne, pourtant, les choses évoluent. Ici, depuis près de 10 ans, dans une annexe de l'hôpital de la Charité à Berlin, le plus grand hôpital public européen, l'étage d'un bâtiment est réservé aux patients en cure de jeûne. Une dizaine d'hôpitaux publics font de même. La pratique prend peu à peu sa place dans l'arsenal de la médecine officielle. Le professeur Michelson a dirigé plusieurs études scientifiques sur le jeûne.
Il propose cette thérapie à ses patients atteints de rhumatisme, de syndrome métabolique ou de problèmes cardiaques. Les cures sont remboursées par le système de sécurité sociale. Près de 500 patients suivent une cure ici chaque année, selon la méthode Buchinger. Les demandes sont de plus en plus nombreuses. Le service refuse du monde, faute de place. Sans connaître les travaux russes, Michelson a également mesuré les modifications hormonales dans le corps. Dans de nombreuses études sur des patients, nous avons constaté la présence d'adrénaline, de noradrénaline, de dopamine, de leptine, de sérotonine, c'est-à-dire des hormones qui régulent fortement le métabolisme, mais qui influencent aussi l'humeur. Le taux de sérotonine, souvent appelé hormone du bonheur, est augmenté. Comme les psychiatres russes, Michelson a observé une amélioration de l'humeur des patients qui jeûnaient. Il a remarqué aussi une réduction de la douleur et une meilleure sensibilité des récepteurs à l'insuline. Il a également constaté que les jeûneurs se montraient davantage prêts à adopter après le jeûne une vie plus saine et donc propices à un maintien en bonne santé. Si j'avais fait des études sur un nouveau médicament, et si j'avais obtenu ces résultats, je recevrais à coup sûr chaque jour un appel avec des propositions, des aides financières, de l'argent pour la recherche. Concernant le jeûne, on se contente d'observer et de dire « c'est intéressant », mais on n'encourage pas vraiment cette recherche. Il faut absolument que ça change. C'est très facile pour les détracteurs et les sceptiques de dire qu'il n'y a pas assez d'études quand on sait qu'aucune aide financière n'est accordée pour, justement, réaliser ces études. Michelson ne se focalise plus sur les mécanismes fondamentaux du jeûne. En tant que médecin confronté chaque jour à un nombre croissant de maladies chroniques, c'est dans ce domaine qu'il pointe les manques. Nous avons besoin de 2 ou 3 grandes et bonnes études. Je dirais pour le rhumatisme, l'arthrite rhumatismale, le diabète et l'hypertension. 3 études pour convaincre, pour montrer que le jeûne a toute sa place dans l'arsenal thérapeutique, au même titre que les médicaments. Il faudrait des millions d'euros, mais les crédits ne se bousculent pas à la porte du laboratoire de Michelson. Les détracteurs du jeûne, de leur côté, ne cessent de brandir un argument péremptoire, ce serait dangereux. Qu'en est-il exactement? Peut-on fixer les limites du jeûne? Impossible de mener ces expériences sur l'être humain pour d'évidentes raisons éthiques. C'est de l'étude de la faune sauvage que viendra la réponse. Cette réponse va jeter un éclairage saisissant sur le mystère des mécanismes, mais n'anticipons pas. Il existe, sur les terres glacées du continent antarctique, un drôle d'oiseau qui fascine les chercheurs depuis plusieurs décennies. Le manchot empereur pratique le jeûne de manière spontanée dès qu'il retrouve sa colonie sur la banquise. Quand il couve son œuf, en attendant le retour de la femelle, le mâle est capable de se passer de nourriture pendant environ 4 mois. Faculté extraordinaire qui a toujours étonné Yvon Le Mao. Très tôt, le chercheur s'est posé la question. Est-ce que le manchot empereur n'est pas un jeûneur professionnel qui a des mécanismes que l'homme n'a pas ou que des autres animaux n'ont pas? À Strasbourg, dans son laboratoire du CNRS, Yvon Le Mao rassemble la littérature existante en Occident sur le sujet, mais ne trouve pas la réponse. Quelques certitudes néanmoins. Le jeûne peut être dangereux, car en s'alimentant sur ses propres stocks, l'organisme puise dans ses réserves de protéines. Or, les protéines, ce sont les muscles, et le cœur est aussi un muscle. Lorsque la moitié des protéines ont disparu, c'est la mort. Yvon Le Mao et ses collègues vont mesurer le pourcentage de protéines consommées chez le manchot pendant son jeûne. Ce chiffre est déterminant pour en fixer les limites.
le résultat est remarquable. Pendant la plus grande partie du jeûne, les protéines fournissent chaque jour seulement 4% de la dépense énergétique. 96% proviennent des lipides. L'organisme s'adapte parfaitement. Il économise ses protéines. On peut donc diviser le jeûne en 3 étapes. Souvenez-vous, le corps épuise en 24 heures sa réserve de glucose, puis il en fabrique à partir des réserves protéiques. Débute alors une deuxième phase, pendant laquelle il va économiser ses protéines et utiliser en priorité les lipides. Cette phase peut durer très longtemps selon les réserves de graisse disponibles. Chez le manchot, elle peut atteindre les 100 jours sans problème. Mais les réserves s'épuisent petit à petit. Quand 80% du stock de graisse a disparu, les protéines ne sont plus économisées. L'animal entre en phase 3. Il doit se réalimenter avant qu'il ne soit trop tard. Mais le mécanisme est-il identique chez les autres animaux? Jean-Patrice Robin, qui travaille avec Yvon Lemao, mène l'expérience avec des rats, animaux qui n'ont pas la réputation d'être des jeûneurs professionnels. Pesée quotidienne, analyse d'urine, comment les rats vont-ils s'adapter au jeûne? Leurs protéines s'épuiseraient-elles plus vite que celles des manchots? Surprise, les résultats sont comparables. Pendant la phase 2, le rat économise ses protéines de la même manière que ne le fait le manchot. Il n'y a donc pas de différence. Un des mécanismes fondamentaux du jeûne, qui permet de survivre longtemps à la privation de nourriture, est un mécanisme commun. Cette observation ouvre une perspective inattendue, aux conséquences immenses. Et si le mécanisme est commun, c'est que ce mécanisme, il a existé dès qu'il y a eu des animaux sur Terre. Et l'homme, on voit qu'il a les mêmes capacités. Donc le jeûne, au lieu d'être quelque chose de dangereux, c'est une adaptation qui a existé dès les premiers temps de la vie sur Terre et qui, du moins dans les limites que nous avons définies, ne présente aucun danger. La capacité à jeûner serait donc un mécanisme d'adaptation modelé par l'histoire de l'évolution. Du manchot à l'homme, il n'y a qu'un pas. Des travaux scientifiques ont montré qu'un adulte d'1,70 m, pesant 70 kg, possède environ 15 kg de réserve de graisse. De quoi tenir, s'il est en bonne santé, une quarantaine de jours. Du point de vue de l'évolution, il est probable que la survie s'accompagnait de périodes de jeûne. La situation que nous avons aujourd'hui, repas réguliers, frigo rempli, n'est historiquement pas normale. Ainsi, il n'est pas étonnant que le corps rencontre des difficultés lorsqu'il ne jeûne pas, quand il mange sans cesse. Notre patrimoine génétique semble être moins adapté à cette situation qu'au jeûne. Ainsi, notre organisme serait mieux équipé pour supporter la carence de nourriture que l'excès. Le jeûne ne ferait donc que réactiver des réflexes ataviques ancrés dans la mémoire du corps. Si l'hypothèse est fondée, si la capacité de jeûner est héritée de notre évolution, elle doit pouvoir être observée dans le code génétique. Notre mémoire est là. Mais qui serait assez fou pour chercher ce que personne ne cherche? Walter Longo est un jeune chercheur italien qui travaille dans un laboratoire de l'USC, l'Université de Californie, à Los Angeles. Son domaine, la gérontologie ou les mystères du vieillissement. À 16 ans, il immigrait aux États-Unis dans l'espoir de devenir une rockstar. Il est aujourd'hui un biologiste internationalement renommé.
Comme tous les gérontologues, Walter Longo a un but. Retarder les maladies chroniques qui apparaissent avec l'âge, repousser Alzheimer, juguler le cancer, bref, ralentir les effets du vieillissement. Des chercheurs ont montré que réduire l'alimentation d'un animal sur une longue durée lui permet de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Longo le sait. Un jour, il décide de franchir un pas décisif. Pourquoi ne pas passer à la restriction calorique extrême, le jeûne? L'idée paraît saugrenue, surtout dans les laboratoires sophistiqués de Californie. Pas pour Longo. Il a l'intuition que le jeûne pourrait protéger l'organisme contre toutes sortes de toxiques. Il va tester l'un des produits les plus toxiques qui soit, la chimiothérapie, ce poison destiné à détruire le cancer. Il prend des souris atteintes de cancer et les sépare en deux groupes. Le premier groupe est nourri normalement, le second groupe jeûne 48 heures. J'ai d'abord convaincu quelques jeunes chercheurs que ce n'était pas une idée complètement folle. Imaginez, vous privez quelqu'un de nourriture, vous pensez qu'il va s'affaiblir, pas vrai? C'est difficile, surtout pour des jeunes, mais aussi pour nos propres collègues. C'est difficile d'imaginer que vous pouvez supprimer la nourriture à quelqu'un et qu'il devienne plus fort. Il injecte ensuite aux souris de fortes doses de chimiothérapie, des doses 3 à 5 fois supérieures à celles autorisées chez les humains. Des doses qui devraient provoquer des effets secondaires dévastateurs. Les souris vont-elles résister à un tel traitement? Y aura-t-il une différence entre celles qui ont jeûné et les autres? Longo est en déplacement quand une collègue lui annonce les résultats. Elle m'a appelé et m'a dit « Tu ne vas pas croire les résultats. On dirait que toutes les souris qui ont jeûné sont vivantes et que celles qui ont mangé sont mortes. » Évidemment, j'étais très heureux du résultat. C'était même mieux que je ne l'espérais. Et j'ai demandé qu'on répète l'expérience dans 2 labos différents et les résultats ont été exactement les mêmes. This is a video showing the behavior of the 2 groups treated with temozolomide. Sur ces images filmées par le laboratoire, les différences entre les 2 groupes de souris sont flagrantes. D'un côté, celles qui ont jeûné ont l'air en parfaite santé. Elles bougent normalement, leur poil est lisse, les tissus ne sont pas endommagés, les fonctions cognitives semblent intactes. Voici à droite les souris qui ont mangé normalement. Au final, 35% seulement ont survécu. Mal en point, elles restent terrées dans leur cage. Des examens approfondis ont montré que leur cœur, leur cerveau aussi étaient touchés. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. À peine est-elle publiée dans une revue scientifique que la presse s'en empare. Les résultats ne concernent pour l'instant que les souris, qu'importe. Les journalistes relaient partout la bonne nouvelle. Le jeûne protégerait des effets secondaires de la chimiothérapie. Le Norris Hospital de Los Angeles, l'un des plus grands centres anti-cancer des États-Unis, ici 200 essais thérapeutiques sont menés chaque année, prend la découverte très au sérieux. La direction de l'hôpital lance un essai thérapeutique avec des patients sans tarder. Le docteur Tanya Dorf est chargé de le superviser. La jeune cancérologue est enthousiaste. Sur le front du cancer, ceux qui sont en première ligne ont conscience qu'il leur faut de nouvelles stratégies. J'ai toujours pensé que c'était dommage que nos armes contre le cancer soient si destructives. Elles attaquent tout ce qui grandit et se divise de manière indistincte. Nous développons de meilleures thérapies, plus ciblées, mais je pense que c'est très intelligent d'essayer de protéger l'organisme et d'optimiser les dégâts causés au cancer, tout en réduisant ceux faits aux cellules saines. Mais la prudence s'impose. Peu de personnes ont été recrutées pour le moment. Cette patiente a jeûné 24 heures, d'autres 48 heures. Pas plus longtemps pour l'instant. Il faut d'abord prouver que le jeûne n'est pas dangereux pour les malades atteints de cancer. Car cette approche révolutionnaire va à l'encontre des recommandations officielles qui préconisent, au contraire,
une augmentation des calories et des protéines avant chaque séance de chimiothérapie. L'expérience doit peu à peu s'élargir à un plus grand nombre de malades. L'argent ne manque pas, fonds publics et fonds privés affluent. En effet, ici, le jeûne ne remplace pas le médicament. Par la diminution des effets secondaires, il permettrait même d'augmenter les doses de chimiothérapie. Comme nous l'a confié un médecin de l'hôpital, imaginez un traitement peu coûteux et facile à mettre en œuvre. Cet essai est très important. Si nous prouvons que le concept est juste, si nous parvenons à démontrer que les patients ont moins d'effets secondaires après avoir jeûné, alors ce sera potentiellement applicable à de très nombreux patients. Pas seulement pour un seul type de cancer, mais peut-être pour tous les cancers. L'essai thérapeutique va prendre du temps. Mais quand la vie est en suspens, on accepte mal la lenteur des protocoles. Nora Quinn n'a pas attendu. Elle n'a pourtant rien d'une tête brûlée. Cette juge du comté de Los Angeles a voulu nous raconter son histoire et par la même occasion, rencontrer le chercheur qui lui a redonné espoir, comme elle le dit. C'est en lisant un article du Los Angeles Times qui décrivait les travaux de Longo que Nora Quinn a pris sa décision. On venait de lui diagnostiquer un cancer du sein. Si j'avais attendu qu'ils aillent jusqu'au bout de l'essai thérapeutique, j'aurais dû attendre 10 ans et je serais morte de mon cancer du sein. Je ne pouvais pas attendre. J'ai eu de la chance. Ma cancérologue s'est montrée ouverte. Elle ne m'a pas vraiment encouragée. Elle m'a dit « Si vous voulez jeûner, allez-y. Je ne pense pas que ça fera une quelconque différence, mais allez-y. » Nora Quinn doit suivre 5 séances de chimiothérapie. Elle redoute les effets secondaires, surtout les troubles des fonctions cognitives. Sous le contrôle d'un ami médecin, elle jeûne 5 jours avant la première chimiothérapie. Elle se sent bien et peut continuer à travailler. Pour les 2 séances suivantes, son oncologue la persuade de ne pas jeûner. Elle supporte très mal la chimiothérapie, se sent si mal qu'elle décide alors de jeûner avant les 2 dernières séances de chimio. De nouveau, elle se sent beaucoup mieux. Pour moi, il n'y a aucun doute que j'ai eu moins d'effets secondaires pendant mon traitement. J'ai été moins fatiguée. Et mes neurones ont été moins atteints que ceux de mes amis qui n'ont pas jeûné et qui sont passés par les mêmes cycles de chimiothérapie. Je n'ai aucun doute là-dessus. Nora Quinn n'est pas la seule malade à avoir jeûné de manière spontanée. Parmi la trentaine de personnes qui ont tenté l'expérience, le Norris Hospital a pu en regrouper 10, consulter leur dossier médical et récupérer les analyses. Nora Quinn a fait partie de cette étude, dont les résultats confirment ceux observés chez la souris. Le jeûne a rendu la chimiothérapie plus supportable. Fatigue, faiblesse, nausées et migraines ont été considérablement réduits. Mais si le jeûne protège des effets potentiellement dévastateurs de la chimiothérapie, comment agit-il sur la chimio elle-même? La rend-il plus efficace ou pas? Avant de répondre à cette question cruciale, il faut d'abord comprendre par quel mécanisme le jeûne protège les cellules saines. Est-ce que le jeûne provoque un changement de l'expression des gènes? Longo sélectionne des cellules de foie, de cœur, de muscles. Déroulons leur fil d'ADN. Voici les gènes. Ces gènes dirigent le travail de la cellule, leur expression est normale. Après 2 jours de jeûne, Longo constate un changement radical de l'expression des gènes. Certains sont surexprimés, d'autres sous-exprimés. Les gènes modifient les fonctions des cellules, celles-ci se mettent en mode de protection. Bouleversement total, très rapide, comme si cette capacité provenait d'une mémoire très ancienne. Les cellules normales, ayant appris toutes les leçons de 3 milliards d'années d'évolution, se mettent en mode de protection. Elles doivent le faire, parce qu'il y a peu de glucose, peu de nourriture, elles doivent se protéger autant que possible. Et la chimiothérapie est l'une des choses contre lesquelles elles doivent être protégées. Les cellules se protègent donc par un réflexe atavique. Yvon Lemao,
le spécialiste des manchots nous avait mis sur la voie. Mais si le jeûne protège les cellules saines, ne protège-t-il pas aussi les cellules cancéreuses? Si c'est le cas, toute la démonstration de Longo s'écroule. Comparons donc une cellule cancéreuse à une cellule saine. Après 2 jours de jeûne, les gènes de la cellule cancéreuse s'expriment de manière opposée à ceux de la cellule saine. Les cellules cancéreuses ont subi des mutations génétiques, elles ont perdu la mémoire de l'évolution. Les mécanismes de protection ne se mettent pas en place. Les cellules cancéreuses détestent cet environnement où il y a peu de sucre, peu de facteurs de croissance. Donc, non seulement elles ne sont pas protégées, mais elles deviennent plus sensibles à la chimiothérapie. Elles peuvent mourir, ou en tout cas leur croissance est ralentie. Et donc, le jeûne peut ralentir leur croissance, même sans chimiothérapie. Même sans chimiothérapie, nous dit-on. Pour les cellules cancéreuses, le jeûne se révèle donc un cauchemar. J'ai récemment fait une présentation devant l'une des plus importantes compagnies pharmaceutiques du monde et j'ai mis au défi les dirigeants de l'entreprise de mettre au point un cocktail de médicaments, pas un simple médicament, mais un cocktail de médicaments dont les effets seraient plus puissants que ceux du jeûne. Sommes-nous prêts à penser le monde autrement? Et si la consommation n'était plus le totem de notre économie? Et si le manque n'était plus vécu comme une défaite? Sommes-nous prêts, comme nous le demandait le fils de Nikolaïev, à mettre notre tête à l'envers? Aujourd'hui, Alexei Kokozov poursuit l'aventure de Nikolaïev, mais les temps sont difficiles. La chute du régime soviétique dans les années 90 a désorganisé le système de santé publique. La pratique du jeûne est devenue payante, trop chère pour de nombreuses bourses russes. Il reste ce coin de terre, à des heures d'avion de toute métropole, où l'État lui-même encourage et développe la pratique du jeûne. En route pour le sanatorium de Goryatchinsk, qui fête ses 200 ans, Kokozov retrouve son ancien élève, le docteur Bataïeva. Kokozov a formé plus d'une centaine de médecins en Sibérie. Faut-il s'en étonner? Ici, les ressources sont limitées, l'équilibre écologique fragile. Économiser est une nécessité. Jeûner ne passe donc pas pour une folie, ni pour une punition. L'abstinence est fêtée comme il se doit. Médecin lui-même, défenseur enthousiaste du jeûne, le ministre de la Santé est venu apporter un soutien zélé à la pratique. РДТ 15 лет, 3-4. Ура! 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 С праздником! Утро завтрашнего дня восстанет первым мания. Птица счастья завтрашнего дня. Et si cette petite république nous renvoyait finalement à nos propres hésitations, aux difficultés de notre modèle de santé qui s'apparente si souvent à un marché de la maladie, au mirage d'une expansion sans limite, alors que notre évolution nous a dessinés pour résister au manque.